Pues, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por... Doctora Patricia González, han ingresado a las personas cuando lo deseen. Buenos días a todas y a todos los integrantes de este diplomado franco-mexicano. Hoy tenemos el honor de presentarles a una de las principales cofundadoras del diplomado, Michelle Dayan, que es presidenta de la organización Lawyers for Women. Y bueno, quiero leer unas breves líneas curriculares para presentárselas. Ella, pues a través de su actividad profesional, está dedicada exclusivamente al derecho de familia, tanto a nivel interno como internacional. Se enfrenta de manera frecuente pues, a situaciones de violencia conyugal contra las mujeres, una violencia que no conoce fronteras económicas, sociales ni culturales. Es miembro del Consejo del Colegio de Abogados de París. Desde el 2016 al 2018, Michelle participó activamente en el marco de su mandato en eventos y formaciones del Colegio de Abogados de París sobre la violencia contra las mujeres, así como en encuentros internacionales con el fin de establecer cooperación e intercambiar buenas prácticas para luchar eficazmente contra la violencia de género hacia las mujeres. Es delegada por el decano para las relaciones entre el Colegio de Abogados y el Servicio de Asuntos Familiares de París. Trabajó en la implementación de un protocolo entre todos los actores judiciales para hacer más efectiva la aplicación del dispositivo de la orden de protección en el Tribunal de Gran Instancia de París. Desde hace muchos años imparte formación sobre órdenes de protección, organiza y participa en coloquios para sensibilizar y capacitar a abogados y magistrados en la identificación de situaciones de violencia conyugal. Su tratamiento específico incluye las disposiciones sobre la residencia de los hijos y en la promoción del conocimiento y aplicación de los dispositivos legislativos existentes en los despachos de abogados, los tribunales y las comisarías. Pues Michelle Dayan es una gran abogada parisina en Francia, y ella nos inspiró para presentar una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados sobre órdenes y medidas de protección, que después vamos a revisar también aquí en este diplomado franco-mexicano. Y bueno, la otra gran invitada, también excelente, extraordinaria abogada, es Khadija Azucash. Ella es secretaria general de Lawyers for Women, titular de un grado en Derecho Internacional por la Universidad de París, uno, y de un grado en Antropología. Además, ella tiene estos estudios con el propósito de poder comprender de dónde surge el derecho y en qué sociedades ha sido concebido. Azugash defendió una tesis en París que se publicó con el título de La paradoja de los derechos fundamentales frente a la pobreza en las ediciones universitarias europeas. Es docente en Derecho de Sociedades y abogada, defiende mujeres víctimas de violencia en el marco de la planificación familiar, colaborando con varias ONGs internacionales y también con el Barreau Paris Solidarité. Y Kadisha ha ocupado diversos cargos internacionales dentro de la institución, una organización no gubernamental internacional de defensa de los derechos de las mujeres en particular y en relación con la violencia contra las mujeres y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos a través de convenios departamentales de lucha contra la violencia conyugal. Ha formado a distintos actores, incluyendo fuerzas del orden, trabajadores sociales, médicos y juristas. Y su tesis en antropología es sobre los llamados crímenes de honor. Esta tesis la llevó a ser convocada ante tribunales y la Corte de Justicia de Namur como experta en crímenes de honor. Y en su trabajo subraya los fundamentos patriarcales del derecho y sus disfuncionalidades, lo que le ha permitido contribuir en diversos informes legislativos relacionados con los derechos de las mujeres, y forma parte pues, de numerosas asociaciones de abogados y abogadas que luchan por los derechos humanos en general, como el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de París, siendo galardonada con el premio Pro Bono del Colegio de Abogados de París por su labor en la defensa de abogados perseguidos en el mundo. Asimismo, participa
en asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, como la Asociación de Mujeres de Carreras Judiciales. Khadija y Michelle, sean ustedes bienvenidas a este diplomado franco-mexicano que ustedes inspiraron y ayudaron a construir en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante con la Muchas palabra. gracias. Je peux parler maintenant? Adelante, Michelle. Bonjour à toutes et à tous. Hola, buenos días. Mon espagnol ne s'est hélas pas amélioré depuis 5 ans maintenant. C'est la 5e édition de ce diplôme universitaire qui a été fait grâce à la collaboration de l'extraordinaire Patricia et de Dr. Patricia et de l'ambassade de France, que je salue et qui a été très proactive et très énergique pour la création de ce diplôme universitaire. Et donc, comme je vous le disais, ça fait 5 ans aujourd'hui que nous donnons des cours. Alors, on essaye de venir quand on peut. Là, on n'a pas pu venir cette année. On le fait en Zoom. Mon espagnol ne s'est pas amélioré parce qu'il y a beaucoup trop de travail pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc, je n'ai pas trouvé le temps de faire autre chose que de continuer inlassablement à améliorer les dispositifs pour lutter contre les violences faites aux femmes et à aider des femmes qui viennent dans mon cabinet ou qui sollicitent notre association pour lutter contre les violences dont elles sont victimes. Avant de vous présenter l'association Lawyers for Women, dans le cadre de ce thème de ce soir, enfin de ce jour qui est la prévention, j'aimerais vous dire que c'est grâce à vous, grâce à votre pays, grâce au Mexique, que ce diplôme universitaire a été créé. Et c'est grâce à vous, au Mexique, et aux intervenants mexicains de ce diplôme, que mon association Lawyers for Women a été créée, puisque c'est à l'occasion d'un voyage, d'une mission que j'ai faite en avril 2019, donc ça fait maintenant 6 ans, une mission sur les féminicides. C'est au retour de ce voyage et de cette mission sur les féminicides que j'ai eu le désir et l'énergie pour créer mon association. Parce que j'ai réalisé au cours de cette mission combien nous avions à apprendre les uns des autres dans notre échange de pratiques, de bonnes et de mauvaises pratiques, parce que nous avons des bonnes et des mauvaises pratiques, et que nous avions à échanger nos pratiques pour pouvoir avancer dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est hélas un fléau qui ne connaît ni frontières, ni barrières de langue. Sa seule langue maternelle, c'est hélas la violence. Et le seul antidote à cette violence, c'est le droit, la loi et le courage de toutes celles et ceux qui luttent, comme vous tous et toutes qui assistez, qui intervenez et qui suivez ce DU, contre les violences faites aux femmes. Et c'est donc avec l'énergie, la compétence, l'expertise que j'ai ressentie quand je suis venue la première fois au Mexique en 2019 pour cette mission, que j'ai créé l'association Lawyers for Women. Donc cette association, elle est française, mais elle est aussi un peu mexicaine, et cette association, elle est aussi la vôtre. Et notamment celle de Patricia, que je salue à nouveau. Parce que sans Patricia, cette association n'existerait pas, ou alors elle serait mort-née. Et c'est grâce à l'énergie, l'excellence, la rigueur et le courage de Patricia que cette association a continué à exister et que ce diplôme universitaire grandit et grandit et grandit chaque année.
Alors, l'association Lawyers for Women, et c'est pour ça qu'elle a toute sa place dans ce diplôme universitaire, au-delà du fait qu'elle fait partie de ses créateurs, c'est une association de juristes, et uniquement de juristes, qui luttent en France et à l'international contre toutes les formes de violences faites aux droits. J'insiste sur le fait que c'est une association dont le pivot, dont le ciment, le socle est le droit et la loi. Nous ne recevons pas directement des femmes victimes de violences. Nous les recevons, Khadija, moi et tous les autres membres de l'association, nous les recevons dans notre cabinet, mais en tant qu'avocate. En revanche, l'association, elle, n'a pas pour vocation à aider telle ou telle femme victime de violence. C'est une association qui doit être force de proposition et promouvoir l'application et l'amélioration de la loi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, le socle de cette association, c'est la loi. C'est pourquoi elle n'est composée que de juristes, français et internationaux, français, mexicains notamment, que ce soit des avocats, des juges, des magistrats ou des policiers. Vous avez d'ailleurs une policière, Audrey Prindès, qui intervient chaque année dans ce diplôme universitaire de droit comparé franco-mexicain. Donc, nous avons des juristes et nous avons aussi une force jeune, et une partie des membres de cette association est composée d'étudiantes et d'étudiants en droit. Il y a hélas beaucoup trop de femmes et pas assez d'hommes. Hein, on n'a pas assez Mon coprésident est un homme. Nous avons dans le bureau autant d'hommes que de femmes, mais au niveau des étudiants en droit, nous avons essentiellement des étudiantes en droit qui composent cette association. Alors, nos actions en France, qui sont évidemment des actions en lien avec la mission de prévention et qui vous intéressent donc pour cette leçon de ce jour, c'est d'abord la formation des professionnels. Vous savez toutes et tous que la lutte contre les violences de genre, c'est une chaîne. Et que cette chaîne est composée de plusieurs maillons. Et que si un maillon est cassé, ou n'est pas là, ou disparaît, ou fait défaut, alors c'est toute la chaîne qui s'écroule. C'est pourquoi former des avocats ou former des magistrats, sans former des professionnels de santé, sans former des policiers, ça ne sert à rien. Ça sert un peu, mais ce n'est pas suffisant. Donc, notre mission, c'est vraiment la formation de tous les acteurs, que ce soit des policiers, nous intervenons à l'école de police, nous intervenons également au sein de la formation continue des policiers, nous intervenons à l'hôpital public, parce qu'on y viendra, mais les professionnels de santé sont des acteurs essentiels pour repérer les violences faites aux femmes et donc pour la prévention, et pour repérer aussi, on y viendra, les auteurs potentiels. Donc, nous intervenons au sein des organismes de santé, notamment de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc au sein des hôpitaux publics. Ça, c'est notre formation. Nous formons également des avocats, Khadija, moi, Carole, Emmanuel, dans le cadre de formation et de colloques que nous dispensons, parce que les avocats ne sont pas tous formés à repérer les violences faites aux femmes et à lutter contre les violences faites aux femmes et donc à prévenir. Nos actions en France, c'est également la rédaction et la promotion d'amendements législatifs. Nous sommes force de proposition, que ce soit, et Khadija vous en parlera mieux que moi parce que c'est vraiment sa spécialité, elle a son expertise sur les droits reproductifs et sur la contraception et l'avortement, mais également que ce soit sur des propositions de loi, par exemple, j'y viendrai sur la notion d'introduction du consentement
dans la loi, nous faisons des propositions comme le conseil, comme beaucoup d'associations notamment, et comme les avocats, que ce soit le Conseil national des barreaux, l'Ordre des avocats de Paris. Nous participons, je vous l'ai dit, à de nombreux séminaires, de nombreux webinars, de nombreux colloques, que ce soit à destination des étudiants, mais également de tout public. Et puis, nous avons une petite spécificité, singularité, à laquelle nous tenons beaucoup chez Lawyers for Women dans des actions de prévention. C'est qu'on a beaucoup réfléchi et on y a beaucoup travaillé avec Khadija au fait que les colloques, les formations qui s'adressent au cerveau, à nos cerveaux intellectuels, c'est très bien, mais pour des gens qui sont déjà sensibilisés à la lutte contre les violences de genre. Donc, vous toutes et tous, si vous participez à ce DU, si vous étudiez pour obtenir ce diplôme universitaire, c'est que vous êtes déjà sensibilisés. Mais nous, ce que l'on souhaite chez Lawyers for Women, et nous sommes la seule association comme ça, de juristes comme ça. D'ailleurs, nous sommes la seule association qui n'est que des juristes. Et ce que l'on souhaite, c'est sensibiliser dans le cadre de la prévention le plus grand nombre, et y compris les gens qui ne sont pas sensibilisés et qui n'auraient pas forcément le réflexe d'aller à un colloque, à un webinar ou à une conférence, ou d'ouvrir un livre sur les violences faites aux femmes. Et pour ça, nous avons commencé très fort, puisque pour lancer notre association, c'était le 25 novembre 2019. Pourquoi le 25 novembre? Vous le savez, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, donc c'était symbolique. Et c'est le jour, le 25 novembre 2019, où nous avons officiellement lancé notre association Lawyers for Women, et nous avons décidé de le faire dans une forme particulière, qui est un procès fictif. Nous sommes allés dans un vrai théâtre, avec des vrais acteurs. Il y avait des acteurs connus, celle qui jouait la victime était une actrice très connue en France. Et puis, il y avait une policière, Audrey Prindès, que vous allez voir dans le cadre du DU, qui jouait son propre rôle de policière, une procureure qui jouait son propre, Haute Durée, qui jouait son propre rôle de procureur. Moi, je jouais l'avocate de la victime. Khadija jouait un juge, etc., etc. Il y avait des témoins et nous avons fait un procès dans un vrai théâtre d'un homme renvoyé devant une cour criminelle pour viol conjugal et pour violence habituelle contre sa femme. Et nous avons choisi, nous avions une très grande publicité, et nous avons choisi que ce procès fictif soit ouvert à tous et à toutes. Il était gratuit, les gens pouvaient faire des dons à l'association, mais c'était gratuit, il y avait un monde de dingue, on a dû refuser du monde. Et il y avait des jeunes et des moins jeunes, et des gens qui ensuite nous ont dit, mais moi, je me comportais comme ça. Moi, il y a un homme qui est venu me voir après, qui m'a dit, moi, je me comportais comme ça avec ma femme, mais je ne savais pas que c'était de la violence. Et donc, c'est ça la prévention, c'est parler à l'émotion des gens, au cœur des gens, plus qu'à leur cerveau. Parler au cerveau de ceux qui savent, c'est très bien, mais la prévention, c'est vraiment ouvrir la prévention au plus grand nombre et à ceux qui ne sont pas déjà sensibilisés. C'est pour ça, avec Khadija aussi, que tous les 25 novembre, nous allons faire des ateliers de jeux de rôle pour sensibiliser des jeunes, et notamment des jeunes en réinsertion, aux violences sexuelles et sexistes. Et donc, nous avons des petites scénettes que nous avons préécrites, et on fait jouer. Alors, il y a une jeune femme qui a été agressée sexuellement, qui parle à sa mère, ou alors une autre jeune femme qui pense avoir été violée, mais elle ne sait pas si c'est vraiment elle viole, et elle parle à son meilleur ami. Il y a aussi l'agresseur. Et on prend dans les gens qui assistent à ce cours, à ces jeux de rôle, ces jeunes en réinsertion, on les prend pour jouer avec nous, ces jeux de rôle et ces scènes, pour les sensibiliser. Et c'est extraordinaire, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Finalement, la prévention, c'est juste ouvrir la lumière, c'est juste allumer la lumière et ouvrir des coins du cerveau qui n'étaient pas encore ouverts, et on en parlera
concernant les plans de prévention, notamment en France. Voilà, je crois que j'ai peut-être été longue. Alors, toujours dans la prévention, on intervient beaucoup dans les lycées aussi, dans les territoires isolés, dans les territoires ruraux. On fait des cliniques juridiques en partenariat avec des universités en France. Tout ça, évidemment, dans le cadre de la prévention. Je pense que j'ai été assez longue maintenant. Je vais laisser la parole à Khadija pour vous parler des actions de Lawyers for Women à l'international et pour vous parler également de la prévention au niveau international. Et moi, je vous parlerai de la prévention en droit français puisqu'il s'agit d'un diplôme universitaire de droit comparé. Merci, Michel. Parece que se traba un poco, puede ser. On répondra aux questions après nos interventions. Merci. Donc, merci Michel. Donc, je suis ravie d'intervenir avec vous aujourd'hui, pour vous ce matin, pour nous en fin de journée. On aurait aimé être à vos côtés, comme les années précédentes, mais heureusement qu'on a ces Zooms qui nous permettent de vous visualiser et il y aura d'autres actions ultérieures pour pouvoir continuer ces cours qu'on donne en visio. Donc, Michel vous a présenté notre association et l'intérêt pour nous aujourd'hui de débuter le programme par le cours sur la prévention, c'est de vous démontrer que le socle de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est la prévention. Sans prévention, tous les mécanismes mis en route ne sont pas effectifs. Donc, je reviens avant de vous parler des dispositifs de droit international qui préconisent la prévention, de vous parler un peu de l'intérêt de la prévention d'un point de vue sociologique et anthropologique rapidement pour pouvoir mettre le cadre sur ce qu'on entend par la prévention. Et pourquoi dans nos sociétés, que ce soit le Mexique ou la France, il y a la même nécessité. Donc, l'intérêt de la prévention, c'est essentiellement du fait que la prévention des violences fondées sur le genre constitue aujourd'hui un enjeu stratégique de transformation sociale. C'est-à-dire qu'on ne va pas se limiter à des actions ponctuelles telles qu'on le faisait auparavant, mais surtout en créer une sorte de pilier par la prévention, une sorte de pilier structurant des politiques publiques aux côtés de la protection, de la poursuite judiciaire et de la prise en charge des victimes, qu'on n'intervienne pas simplement quand c'est trop tard. Donc, c'est une nécessité anthropologique et politique. Ça a été pris en compte aujourd'hui et appelé comme ça par différents dispositifs parce que les violences faites aux femmes ne sont ni accidentelles, ni résiduelles, ni individuelles. Elles s'inscrivent véritablement, que ce soit en France ou au Mexique et dans de nombreux autres pays, dans des rapports sociaux de genre, c'est-à-dire des rapports de domination, de pouvoir, de construction historiquement, c'est-à-dire que ça a été légitimé, ça a été culturellement perpétré et malheureusement institutionnalisé. Donc, ça s'appuie sur une sorte d'hiérarchie symbolique entre les sexes, avec des stéréotypes de genre, avec, malgré des évolutions législatives, on voit bien des écarts entre la loi et la pratique, et cela en raison de ces pratiques qui sont profondément ancrées dans nos cultures. Les stéréotypes de genre sont à la fois descriptifs et normatifs. Tout d'abord, descriptif, c'est lorsqu'on assigne des femmes à certaines tâches, à certaines caractéristiques supposées, universelles, c'est-à-dire on va préciser, et ça, on a de grands sociologues françaises notamment qui ont beaucoup écrit dessus, c'est-à-dire qu'on va assigner la femme à la sensibilité, à la fragilité, à l'émotivité, et malheureusement aujourd'hui,
au XXIe siècle, j'ai pu le constater, on le constate dans nos pratiques de tous les jours, même dans la profession d'avocat, on va, face à l'école d'avocat, orienter plus facilement des femmes en droit de la famille, en présupposant que les femmes sont forcément ont le sens de la maternité, et les hommes plutôt vers du droit pénal, parce que c'est la force, c'est le sang, ils n'ont pas peur, ou le droit des affaires, parce que c'est l'argent, et l'argent doit être bien évidemment maîtrisé par les hommes. Concernant les stéréotypes de genre qui sont, eux, normatifs, c'est-à-dire qui sont inscrits dans une norme, que ce soit pas simplement législative, mais une norme structurelle liée à la société, lorsque l'on dicte des comportements attendus, c'est-à-dire que la femme doit intégrer un certain comportement, sinon elle risque bien évidemment d'être appelée à l'ordre, un comportement attendu, que ce soit par une soumission, par la maternité, par la retenue sexuelle, par aussi tout ce qui est lié à l'orientation sexuelle aussi. C'est tout ce qui est ancré malheureusement du fait de certains stéréotypes. Dans cette perspective anthropologique, on met en évidence souvent que c'est intériorisé depuis notre temps d'enfance. Et on le remarque dans les cours d'école, lorsque on laisse les garçons jouer dans les courses avec le ballon, se faire mal, donner des coups, légitimer et justifier les coups qu'ils donnent, alors que la petite fille, on va lui interdire de faire des jeux qui sont trop violents, en lui demandant de s'occuper des petites poupées, parce que on va la structurer ainsi à être dans son rôle maternant. C'est aussi des réponses institutionnelles, mais aussi un système judiciaire qui doit mettre en place un frein à tout ce qui a été intériorisé. Or, on va le voir que souvent, on relativise, dans des décisions de justice, on relativise certains comportements du fait d'une culture, du fait d'une éducation. Et en relativisant, on justifie et on perpétue ainsi ce type de comportement. Et on naturalise bien évidemment les inégalités en banalisant ces violences. Alors, en tant qu'anthropologue et dans la sociologie, on arrive et c'est grâce à Bourdieu en 1998, Didier Fassin en 2010, on arrive à une certaine conclusion, c'est-à-dire que ce n'est pas tant la violence qui est ordinaire que la manière dont la société s'en accommode. Et c'est en cela qu'il faut que nous, juristes, nous appréhendons les violences de genre. C'est donc un cadre consolidé. L'OMS a mis en place une sorte de modèle écologique qui a été repris en 2010 par Hagemann White. Je vous donnerai les références. Nous avons fait des slides qu'on a traduits en espagnol à certaines références qu'on vous communiquera plus tard. Donc, dans ce modèle écologique de l'OMS, pour appréhender la prévention, il y a d'une part le niveau sociétal, c'est-à-dire les normes patriarcales, où on tolère la violence, les inégalités structurelles, mais aussi on a le niveau institutionnel par les déficits de formation de professionnels, les inégalités d'accès aux droits, c'est-à-dire que les plus précaires sont toujours malheureusement les moins bien lotis dans cet accompagnement. Le niveau qui est, lui, communautaire familial, quand on parle de communautaire, c'est-à-dire la structure, le groupe dans lequel la personne vit, et donc que ce soit sa famille, ses amis ou le quartier dans lequel elle vit, c'est souvent ce groupe-là qui peut mettre une pression, mais aussi des silences, des codes d'honneur, et j'en reviendrai lorsque j'interviendrai sur les féminicides sur ce point. Et dernier niveau que l'OMS met en évidence dans la prévention, il faut prendre en compte le niveau individuel, c'est-à-dire les antécédents que la personne a pu vivre dans son enfance, sur les antécédents de violence, le sexisme internalisé, les désengagements affectifs.
Donc, ça démontre qu'il n'y a pas une sorte de causalité linéaire. Il y a différents niveaux et c'est un enchevêtrement de mécanismes qui propose une définition précieuse de prévention. Et donc, grâce à cela, l'OMS est parti sur une définition, c'est-à-dire que la prévention doit être la perturbation des parcours et des mécanismes à l'origine de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Je vous mettrai le lien également. Donc, il faut une réponse à tout cela par notamment des dispositifs. Et nous, en Europe, on a eu tout de suite un texte international du Conseil de l'Europe, c'est la Convention d'Istanbul, avec son article 12. Je vous en parlerai quand j'aborderai vraiment le droit international, qui exige... Oui, je les avais envoyés à Saoul pour qu'il puisse, s'il peut, les partager en même temps. Oh, vous êtes très, très gentil. Oui, très bien. On est très bien. Alors moi, je suis toujours. Moi, je suis pas derecho française. Moi, je suis, vous savez, toujours en anthropologie avant la Convention d'Istanbul, bien avant, toujours bien avant, parce que ça, je le verrai plus tard comme voilà, voilà. Donc après ça, hop, voilà. Après ça, c'était Michel encore. Encore après, s'il vous plaît. Donc, on vous laisser comme ça, quand j'arriverai sur le niveau international, ça sera déjà parfait. J'y serai. Merci. Oui, merci beaucoup. Quand je serai au niveau international, je vous dirai suivant, parce que là, sur l'anthropologie, je n'avais pas mis de slide. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Alors, je vous disais que la Convention d'Istanbul exige des États membres qu'ils agissent sur les représentations culturelles, sur les pratiques sociales, sur les contenus éducatifs, et cela par une prévention par des normes de genre dans l'éducation, c'est-à-dire une égalité d'accès à ces normes, à la culture, aux médias, par la formation des professionnels, et par l'orientation, par un esprit critique surtout, par un esprit critique, c'est-à-dire ne pas prendre à la lettre ce qu'on nous inculque, soit dans la famille, soit dans nos réseaux et surtout dans les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que c'est un grand véhiculateur de sexisme, malheureusement, et de référence pour les jeunes générations à venir. Donc, on ambitionne ainsi à déraciner les causes sociales de la violence. La stratégie multidimensionnelle repose sur une approche intégrée, donc législative, comme je vous ai dit, avec des lois claires appliquées contre le sexisme et les violences, mais aussi éducative, par des cours à l'éducation à la sexualité, à l'égalité, à la formation des enseignants. On verra, Michel vous en parlera pour la France, que nous avons des textes, mais malheureusement, c'est l'effet qu'on pourrait donner d'enseignement, ce qui crée une inégalité entre les établissements scolaires et donc entre les enfants. Et c'est aussi culturel, par des contenus médiatiques, par des productions artistiques et institutionnelles, par des politiques coordonnées. Donc, en conclusion sur l'approche anthropologique de la prévention, il revient de rappeler que prévenir, c'est transformer. Prévenir, c'est transformer nos mentalités, nos institutions, nos structures sociales, c'est rendre impossible demain ce qui est toléré aujourd'hui. Et sans prévention, et c'est pour ça qu'à Lawyers for Women, on insiste sur ça, toute politique de lutte contre les violences faites aux femmes est condamnée à être traitée sans effet. Et donc, c'est en ça que nous, dès qu'il y a un nouveau dispositif, on l'applaudit bien évidemment à Lawyers for Women, mais directement, on rappelle aux institutionnels
qu'ils doivent nous donner des garanties pour qu'il y ait une effectivité derrière. Donc, le cadre juridique international, donc là, on va pouvoir commencer à mettre les slides, s'il vous plaît. Madame l'interprète, on peut mettre merci. Donc, merci beaucoup. Le cadre juridique international, on va débuter par le principal, hein, celui qu'on va nommer la mère des textes internationaux en droit des femmes, droit de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est celle qu'on appelle la CEDAW et qu'on nommera plus précisément la Convention sur l'élimination de lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, texte de 1979, c'est-à-dire relativement ancien, 46 ans aujourd'hui, et entré en vigueur en 1981. Donc, ça constitue le principal instrument juridique international. Il est souvent qualifié, dès lors que c'est un texte important, de charte internationale de droits des femmes. Les dispositifs clés dans la prévention dans ce texte sont les articles 2, qui, lui, que les États s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans délai une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines, y compris dans la sphère privée. L'article 5, lui, impose la modification des schémas socioculturels de comportement basés sur des rôles stéréotypés. L'article 10, c'est élimination des concepts stéréotypés dans l'enseignement à travers de programmes scolaires et de supports pédagogiques. On peut mettre le slide suivant, s'il vous plaît. On a avant de commencer par la Convention d'Istanbul, on va rester sur ce dispositif international. J'ai quelques remarques. Il y a une interprétation émotive. Je vous ai dit, c'est un texte de 1979 qui s'adapte aux réalités sociales, notamment, à titre d'exemple, en 1992, pour la première fois, le comité CEDAW affirme que les violences fondées sur le genre constituent une forme de discrimination. Un peu plus tard, plus récemment, en 2017, on actualise différents dispositifs et notamment sur l'obligation des États à la nécessité d'inclure la violence psychologique, la violence numérique, la violence économique et institutionnelle dans le champ des violences fondées sur le genre et afin de prévenir les différents types de violences. Il y a une jurisprudence du fait du comité CEDAW, et c'est important d'en parler de cette jurisprudence. À titre d'exemple, on a l'affaire AT contre Hongrie de 2005. Le comité CEDAW considère que l'absence de mesures légales de protection à l'égard des femmes victimes de violences conjugales constitue une violation des articles que je viens de vous citer. Un peu plus tard, en 2010, une affaire Vertito contre Philippines, je vous donnerai toutes les références, le comité condamne l'utilisation des stéréotypes sexistes, donc c'est vraiment de la prévention, condamne l'utilisation des stéréotypes sexistes dans l'analyse du consentement de la victime, illustrant ainsi l'impact des représentations genrées dans les décisions judiciaires. Donc, le comité CEDAW rappelle aux États qu'il faut faire attention, même dans la rédaction des décisions judiciaires, de ne pas reprendre des qualifications stéréotypées ou des rédactions sexistes et genrées. Les effets pour nos pays, notamment pour la France, c'est que CEDAW a été ratifié par la France en 1983. Son influence est marquée en France. On intègre le concept de discrimination
dans différentes jurisprudences, hein, discrimination fondée sur le genre dans différentes jurisprudences, que ce soit au civil, mais aussi au niveau administratif vis-à-vis de l'État, quand on considère soit les lois, soit l'administration créent une discrimination d'accès, mais aussi par le développement de différents plans interministériels dans la lutte contre les violences faites aux femmes, comme par exemple, avec le sigle, ça s'appelle MIPROF, c'est des politiques intégrées interministérielles qui permettent la prévention. Et enfin, par exemple, par la loi qui est pour nous un socle, une sorte de loi cadre, c'est la loi de 2010 sur les violences faites aux femmes, qui a permis l'ordonnance de protection en France, et aussi avec la loi de 2020 sur les conjoints violents du domicile. Donc ces dispositifs sont véritablement héritiers de CEDAW. Pour le Mexique, c'est aussi un des premiers signataires de CEDAW, hein. On sait très bien que le Mexique est un très bon élève au niveau international en ratifiant différents textes, et il en va donc de même pour CEDAW. L'article 1er de la Constitution mexicaine reconnaît la primauté des traités internationaux en matière des droits humains sur les lois nationales, ce qui est une très très bonne chose, qui normalement permet de pallier aux freins dans l'effectivité, et la création de l'INMujeres, c'est-à-dire l'Instituto Nacional de las Mujeres, en 2001, qui a pour objectif la prévention des discriminations. Et enfin, dernier impact de CEDAW comme exemple, au Mexique, c'est l'adoption de la Ley General de l'acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, transposant les principes de CEDAW en droit interne. Donc ça, on verra un peu plus tard, mais par ces dispositifs, le Mexique comme la France ont intégré des moyens normatifs de prévention que CEDAW préconise. Maintenant, sur le deuxième instrument international essentiel, notamment pour la France, et c'est un instrument qui s'appelle la Convention d'Istanbul, texte international du Conseil de l'Europe. C'est pour cette raison que je vous dis pour la France, parce que c'est la région Europe, mais vous verrez qu'il y a également un impact pour le Mexique, malgré le fait que ça ne soit pas malgré que le Mexique n'y figure pas. Donc, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des violences domestiques, dite Convention d'Istanbul, est le premier instrument juridique normatif contraignant au niveau européen, au niveau régional également, qui aborde de manière globale toutes les formes de violence fondées sur le genre. Donc, c'est véritablement important, ce type de dispositif contraignant. Pour nous, avocats et à Lawyers for Women, on le met souvent en avant quand on constate des dénis de droit, quand on constate que malheureusement la France n'est pas au niveau, on peut ainsi le solliciter dans nos écritures devant les tribunaux. Et c'est le cas, par exemple, pour les violences économiques. La France, aujourd'hui, n'a toujours pas de dispositif spécifique. Et heureusement, nous avons la Convention d'Istanbul qui le mentionne de manière explicite, qui rappelle que les violences économiques sont une sorte de socle à toutes les autres formes de violence, et qui en découle, puisque c'est une sorte de continuum. La Convention d'Istanbul est structurée sur les 4 P, et c'est d'ailleurs sur cet exemple que nous avons structuré à Lawyers for Women le plan d'intervention de nos cours, c'est-à-dire prévention, protection, poursuite, politique intégrée, c'est-à-dire politique coordonnée. Donc, prévention, c'est ce que l'on fait aujourd'hui avec Michel, agir en amont pour modifier les comportements et les représentations. Protection, c'est garantir la sécurité immédiate des victimes.
et ça, vous le verrez notamment avec l'intervention de Michel demain, nous avons les poursuites, assurer l'effectivité des sanctions pénales, et enfin, les politiques intégrées, coordonner l'action publique à tous les niveaux. L'article 12 de la Convention d'Istanbul prévoit une obligation générale des États de modifier les comportements sociaux et culturels pour éradiquer les stéréotypes de genre, les coutumes et les normes discriminatoires. On met en évidence ainsi que tant qu'on ne prendra pas les comportements culturels, on n'arrivera à mettre un terme aux différentes formes de violence. L'article 14, lui également, rappelle l'obligation de coopération avec le système éducatif pour intégrer dans les programmes scolaires des contenus sur l'égalité, le respect, la non-violence. Enfin, l'article 16 oblige les États à mettre en place des programmes d'accompagnement pour les auteurs de violences afin de prévenir la récidive. On a également une jurisprudence issue de la Convention d'Istanbul. Comme je vous ai dit, nous en France, on se fonde souvent sur la Convention d'Istanbul, mais également la Cour européenne des droits humains, des droits de l'homme. À titre d'exemple, on a une affaire Talpis contre Italie en 2017. L'État italien a été condamné pour ne pas avoir protégé une femme et son fils, malgré les signalements répétés, malgré les plaintes. Il y a eu malheureusement un drame, et donc l'État a été condamné par la Cour européenne des droits humains sur le fondement des articles de la Convention d'Istanbul et également des articles 2 et 3 de la Cour européenne, de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la vie et l'interdiction des traitements inhumains. Nous avons également une autre affaire importante. Elle s'appelle Volodina contre Russie de 2019. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie par l'absence de cadre légal spécifique contre les violences conjugales. C'est-à-dire que la Russie, en omettant de préciser un cadre, ne permet pas la prévention et met ainsi en danger des vies, notamment des vies humaines de femmes victimes de violences, et rappelle également, dans cet arrêt, la Cour rappelle que c'est une violation des droits à la vie privée et à la sécurité des personnes. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné également la France. Et ça, c'est un grand arrêt récent du 24 avril 2025. 24 avril 2025. Je vous donnerai les références. Il y a eu 3 requêtes. On vous mettra les références dans les slides également. Dans cette affaire, la Cour a mis en évidence les défaillances systémiques dans la protection des mineurs victimes de violences sexuelles. Donc, je vais rapidement un petit résumé de cette affaire. Nous avions 3 jeunes filles âgées de 13 à 16 ans au moment des faits qui ont dénoncé des viols commis par des hommes majeurs. La Cour européenne des droits de l'homme a constaté que les autorités françaises ont failli à leurs obligations positives en vertu des articles 3, c'est-à-dire l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, et article 8, le droit au respect de la vie privée de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, les principaux manquements de la France, c'est l'absence de cadre légal clair,
C'est-à-dire que notre droit français, malheureusement, concernant le consentement, Michel vous en a un peu parlé tout à l'heure, on vous en reparlera ultérieurement également, c'est que dans la définition du viol, en droit français, malheureusement, nous n'avons pas intégré cette notion ne définit pas explicitement le viol comme un acte sexuel sans consentement, ce qui a conduit à différentes interprétations. Et donc, nous avons des jurisprudences euh, qui peuvent paraître contradictoires. Et là, en l'espèce, nous avons malheureusement eu une jurisprudence qui a considéré qu'il y avait consentement d'une de ces jeunes filles. D'autre part, le manquement de la France, qui a été identifié par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le défaut d'analyse du consentement. C'est-à-dire que nos juridictions internes n'ont pas suffisamment pris en compte la vulnérabilité des victimes du fait de leur âge, négligeant ainsi l'impact de l'âge sur la capacité à consentir, c'est-à-dire une sorte de discernement, mais aussi l'autorité, le rapport à l'autorité, notamment si le majeur peut être son ascendant, c'est-à-dire son père, son professeur ou autre. Et ne pas simplement se limiter à des stéréotypes de genre, comme dire à 11 ans, elle paraissait en faire 18 ans parce qu'elle est maquillée ou parce qu'elle a des seins. Donc, malheureusement, c'est ce type de formulation stéréotypée qu'on a retrouvé dans certaines jurisprudences françaises qui ont conduit la Cour à censurer. Le dernier manquement qui a été identifié par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est des procédures judiciaires défaillantes, c'est-à-dire des retards. On a des procédures qui tardent, qui prennent beaucoup d'années et un manque de diligence, c'est-à-dire des enquêtes qui auraient dû être faites rapidement et ne pas laisser les preuves dépérir. Et ça compromet donc, surtout quand on sait quand dans ce type de procédure, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, il faut avoir un minimum quelques preuves et en laissant ainsi les victimes à l'abandon pendant plusieurs années et revenir faire une enquête plusieurs années ultérieurement, on compromet l'efficacité des poursuites. Et enfin, et c'est une grande innovation de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme d'avril 2025, c'est la mise en avant d'une nouvelle notion nous en France aujourd'hui on utilise, c'est la notion de victimisation secondaire. La victimisation secondaire, c'est-à-dire c'est lorsque l'une des victimes, dans le cours d'un procès, est exposé à des propos culpabilisants, stigmatisants de la part des autorités. Par exemple, lorsqu'on lui dit oui, mais vous n'auriez pas dû aller vous auriez pas dû aller avec cet homme chez lui, ou vous n'auriez pas dû vous habiller ainsi, ça constitue une forme de discrimination fondée sur le sexe, en violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est essentiel, cette notion est essentielle parce qu'à Lawyers for Women, on est ravis, on l'accueille avec les bras ouverts parce que à Lawyers for Women, on est depuis un certain temps à rappeler aux forces de l'ordre et aux différents maillons de la chaîne, tels que vous l'a rappelé Michel, qu'il est essentiel d'être dans l'empathie, dans l'écoute et de ne pas être dans le jugement et d'attendre les tribunaux apprécier de manière objective avec des éléments objectifs et parce que par une vision, parce qu'on est tous issus de cette société, d'une culture, d'une éducation et qu'on ne doit pas apprécier selon nos présupposés, mais surtout apprécier uniquement du fait de la loi et rien que la loi. Et donc là, par cette notion de victimisation secondaire, on condamne toutes ces autorités
qui ont eu des propos culpabilisants et stigmatisants qui freinent les procédures, qui freinent les actions, parce que beaucoup, malheureusement, on a pu le voir avec l'affaire Amber Heard, mais dans d'autres affaires, également en France, où les victimes n'osent plus déposer plainte quand elles estiment que, elles vont avoir à classement sans suite parce qu'elles considèrent qu'elles étaient habillées de telle façon ou elles s'auto-censurent elles-mêmes. Donc, c'est une grande avancée et nous avons eu récemment un jugement en France avec l'affaire d'un célèbre acteur, Depardieu, où le tribunal a également utilisé cette notion de victimisation secondaire du fait de certains propos sexistes durant la procédure. Tout ça, c'est à titre préventif, c'est pour éviter que par la suite, d'autres magistrats ou d'autres professionnels utilisent les mêmes termes et ne soient pas sanctionnés. Donc, les conséquences, c'est que de ce type d'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, on recommande, on souligne à la France de réformer sa législation sur le consentement, alors que jusqu'à présent, la France le refusait. On parlait de contractualisation des rapports. Notre ministre parlait de ça à l'époque, alors que non. Aujourd'hui, on a une grande avancée. On est pour parler, pour faire avancer cette loi sur le viol en intégrant cette notion de consentement. Lawyers for Women y a contribué par différents écrits. Ce type d'arrêt pousse la France à former les professionnels sur la sensibilisation des victimes et par ce terme, cette notion de victimisation secondaire rappelle à la France que dans les dispositifs et dans les protocoles, on doit éviter la revictimisation, c'est-à-dire prévenir la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires. Ça constitue donc une réforme en profondeur du traitement des violences et les effets pour la France de ce type de textes internationaux. Donc la France a ratifié la Convention d'Istanbul en 2014. Elle a mis plusieurs lois en conformité. Je vous ai parlé de la loi de 2010 avec l'ordonnance de protection, mais les lois de 2020 renforçant la protection des victimes, avec l'éviction du conjoint violent, la création du bracelet anti-rapprochement, l'attribution accélérée du téléphone grave danger, tout ça, Michel vous en parlera, c'est pour ça que je vous dis ça très rapidement, les formations interprofessionnelles, pour le Mexique surtout maintenant. Le Mexique n'est pas membre, donc, comme je vous le disais, du Conseil de l'Europe, mais toutefois, ça sert quand même de référence juridique et doctrinale. On a pu le voir, hein, à titre d'exemple, avec la loi générale d'accès des femmes à une vie libre de violence de 2007, elle institue une obligation de prévention, de coordination institutionnelle et de protection, mais aussi la jurisprudence de la Cour suprême. On verra qu'il y a une sorte d'interaction entre les différentes cours, la Cour suprême d'un côté, mais aussi la Cour européenne des droits humains de l'autre. Elles s'influencent mutuellement, qui va mobiliser les standards internationaux pour protéger les droits fondamentaux des femmes, notamment en matière de violence conjugale, d'accès à la justice et des stéréotypes judiciaires. Il y a une sorte d'échange de bonnes pratiques entre ces deux cours parce qu'elles ont des avantages l'une et l'autre, et on sent que avec l'évolution de la jurisprudence, une certaine influence. Donc, il y a rapidement d'autres instruments complémentaires, très rapidement, dans les instruments complémentaires, nous avons les objectifs de développement durable numéro 5, c'est-à-dire l'Assemblée générale de l'ONU en 2015 développe pour son agenda de 2030 concernant l'égalité des sexes un objectif d'éliminer toutes les formes de violence à l'égard de toutes les filles et les femmes dans les sphères publiques et privées, y compris la traite, l'exploitation sexuelle et les autres types d'exploitation. Malheureusement, ce ne sont pas des textes, ce ne sont pas des textes juridiquement contraignants, mais ça s'impose aux États une sorte d'obligation de rapport annuel. On oblige les États à faire un rapport à adresser à l'ONU
chaque année en ce qui concerne les efforts fournis par chacun pour accéder à ces objectifs. Autre texte international, les principes de Yogyakarta de 2007, hein, c'est-à-dire des instruments internationaux de soft law, ça veut dire encore une fois pas contraignants, mais qui permettent de mobiliser en contentieux sur l'orientation sexuelle, sur l'identité de genre, d'être une sorte de référence parce que ça a été élaboré par des experts internationaux en droits humains. On y définit le droit international avec une sorte de seuil de niveau et bien qu'il ne soit pas contraignant, la France, par exemple, s'y réfère. On a des décisions du Conseil d'État mais aussi des avis consultatifs de certaines décisions administratives qui s'en servent comme fondement. Au Mexique, la Cour suprême également, dans des arrêts concernant des droits de personnes trans, également, à titre préventif, s'y réfère également. Nous avons également un outil international pour les femmes handicapées protégées contre la violence, qui s'appelle le CRPD, ratifié en 2006. C'est important de parler des personnes handicapées parce qu'elles sont encore plus vulnérabilisées, les violences sont encore plus invisibilisées et plus institutionnalisées. Ce traité international est un traité contraignant qui a été adopté par l'ONU et cet article 6 et 16 impose aux États une protection contre l'exploitation, la violence et les abus sur les personnes handicapées. La conséquence pour la France, c'est de former les professionnels de santé et de justice sur la vulnérabilité spécifique des femmes handicapées. Aujourd'hui, ça a été mis en place par la MIPROF, cette mission interministérielle dont je vous ai parlé. Parce que malheureusement, on parle de libération de la parole, elle est encore plus difficile quand on est une personne handicapée, quand on remet facilement en question la parole de la personne sous couvert d'un handicap. Donc, avoir des professionnels qui recueillent, qui visualisent des signaux d'alerte, et c'est essentiel. Au Mexique aussi, il y a eu des effets de ce texte international pour lutter contre les violences sur les personnes handicapées. Il y a eu un mécanisme d'accueil et de plainte adapté dans des structures hospitalières publiques. Enfin, rapidement, un texte international essentiel dans la prévention, c'est la Convention relative aux droits des enfants, notamment ses articles 19 et 34 pour lutter contre toutes les formes d'abus sur les enfants. Au lieu du terme abus, je préfère, excusez-moi, utiliser un autre terme parce que le terme abus est adéquat. On n'abuse que de... Or là, c'est vraiment le terme de violence sexuelle sur les enfants. Et donc, il y a tout un pan dans l'article 19 sur la prévention, mais aussi sur les mariages forcés des enfants, parce qu'on ne peut pas parler de mariage quand c'est un enfant, même quand on nous dit qu'il y a consentement, c'est un mariage forcé. Et on sait très bien qu'en permettant ce type de mariage, on va créer d'autres formes de violence. Ça débute par le viol et d'autres violences physiques qui s'en suivent. La France et le Mexique ont intégré tout cela. La prévention du sexisme structurel, on le note dans ces différents textes internationaux que je viens de vous citer. L'objectif, c'est de transformer les normes sociales de genre avant qu'elles ne s'ancrent durablement. Ça, on doit inclure des groupes vulnérables, c'est-à-dire, je vous ai parlé des personnes handicapées, mais ça peut être également, je vous ai parlé également des personnes transgenres, des personnes migrantes aussi, je vous en ai pas assez parlé, mais la Convention d'Istanbul insiste
sur la vulnérabilité des personnes migrantes, notamment lorsqu'elles sont dans une situation administrative précaire, c'est-à-dire en situation irrégulière. Elles se retrouvent souvent avec une double violence, violence physique, violence psychologique, mais surtout une violence administrative, parce qu'elles se disent que si elles vont déposer plainte, malheureusement, elles vont être expulsées, elles vont être sanctionnées. Or, l'article 4 de la Convention d'Istanbul rappelle que la protection doit s'appliquer et doit être faite sans discrimination aucune, ni l'origine, ni l'handicap, ni l'orientation sexuelle. La protection et l'égalité doit primer, et donc aucune sanction ne doit. Et c'est comme ça qu'il y a eu des nullités d'arrêtés d'OQTF, c'est-à-dire d'obligation de quitter le territoire, qui ont été annulées parce que on a estimé que on avait mal appliqué la Convention d'Istanbul et que c'était discriminatoire et donc que la personne devrait être protégée et non pas sanctionnée. Et surtout, dans ces textes, il y a aussi une volonté d'implication des hommes et des garçons parce que lutter contre les violences faites aux femmes, les violences de genre, c'est une lutte qui concerne tout le monde et cela dès le plus jeune âge. La Convention d'Istanbul le rappelle. C'est pas une affaire de femmes. Et cette lutte passe par l'autonomie financière. Dans les différents textes internationaux, on rappelle qu'on doit mettre en place des quotas, on doit, quand il y a des inégalités d'accès, on doit soutenir les femmes qui ont des enfants pour accéder à un travail, pour ne pas qu'elles se retrouvent dans des situations de précarité et comme je vous le disais, les violences économiques sont le socle de toutes les autres formes de violence. Et enfin, on doit déconstruire les stéréotypes de genre parce que lutter voilà, contre les violences, c'est déconstruire tout cela. Et enfin, excusez-moi, dans les textes internationaux que je viens de vous citer, il y a une adaptation aux nouvelles formes de violence, notamment aux cyberviolences, aux violences numériques. Comme je vous le disais, les réseaux sociaux ont un impact important pour véhiculer des stéréotypes de genre. Et l'ONU Femmes et le Conseil des droits de l'homme ont reconnu que ces violences relèvent pleinement des obligations internationales de prévention et de sanctions des États. Ça concerne les revenge porn, les deepfakes sexuels, le cyberharcèlement, les sexting coercitif et autres campagnes de lynchage sexiste. Aujourd'hui, l'UNESCO a relevé que malheureusement, ce sont plus de 90% des femmes qui subissent les violences en ligne, les violences de genre. Donc, les mêmes violences de genre sont réitérées en ligne et de manière impunie. En 2023, différents acteurs internationaux dans l'Union interparlementaire et l'ONG Equality ont appelé à une adoption de conventions internationales spécifiques sur les violences numériques de genre à titre préventif. Et on reviendra avec Michel plus tard sur la nécessité aussi de faire de la prévention dans les temps de conflit et de post-conflit, c'est-à-dire que les femmes sont souvent une arme de guerre, elles sont victimes de violences sexuelles et c'est en cela que la France, notamment, a participé activement à l'agenda femmes, paix et sécurité, en finançant différentes ONG pour aider et prévenir ce type, malheureusement, de viol comme crime de guerre. Et nous, à Lawyers for Women, nous avons fait différents posts, différents articles sur cette question qu'il ne faut pas minimiser. Et donc, en conclusion, simplement pour laisser la parole à Michel qui va intervenir sur le droit interne. Le droit international n'est pas simplement quelque chose d'idéal, on le présente souvent comme un idéal juridique. Il est devenu un moteur de transformation. On a pu voir les évolutions concrètes dans les États. Mais la seule condition, c'est d'être
activé, d'être surveillé, d'être traduit dans des politiques publiques nationales, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix que chaque État fasse des rapports annuels, chaque État soit évalué systématiquement et la prévention des violences sexistes ne se limite pas à l'adoption de normes. Et les mentalités doivent évoluer et pour cela, un levier d'égalité, un devoir de justice et un enjeu universel de dignité humaine. Merci. Merci Khadija. J'apprends à chaque fois, et pourtant ça fait 5 ans qu'on intervient ensemble avec Khadija sur ce sujet, et à chaque fois, j'apprends des choses par l'intervention de Khadija. Merci pour cet exposé si clair et si complet et si engagé, comme toujours. Alors, vous l'aurez compris, finalement, entre la prévention à l'international et la prévention nationale, et entre la prévention et la répression, les frontières sont minces quand même. C'est-à-dire que forcément, quand on parle de prévention en droit interne, on a déjà évoqué ça en droit international, puisque le droit international est le socle de notre droit interne, hein. Notre droit interne doit se conformer aux normes internationales. Donc, il y aura des redites dans ce que je vais dire et de toute façon, on laissera un temps pour les questions. Et puis, bien que le sujet du cours d'aujourd'hui, ce soit la prévention, évidemment, on ne va pas parler que de la prévention pure et simple avant la commission d'un délit ou la prévention dans les mentalités. On va également parler de la prévention de la récidive notamment et de la protection des femmes déjà victimes de violences. Alors, avant d'entrer dans le vif des dispositions législatives françaises, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Khadija et sur 2 affaires, dont une dont vous avez forcément, j'imagine, entendu parler, c'est l'affaire des viols de Mazan, l'affaire Pellico. J'imagine que vous avez tous entendu, je veux juste un petit oui ou non, vous avez tous entendu parler de cette affaire en France, de cette femme qui a été violée par son mari et par plusieurs dizaines d'hommes, plusieurs centaines même d'hommes, sur plus de 10 années, alors qu'elle était endormie. Et on a alors parlé de quelque chose que peu d'entre nous connaissaient déjà, qui est la soumission chimique. Donc, je vois un message, je comprends no loco nosco, donc vous n'avez pas entendu parler forcément de cette affaire. Pourquoi je pense que vous avez entendu parler? Parce qu'il y a eu un retentissement international, ce qui devait être un procès à huis clos et donc un procès sans publicité est devenu un procès couvert médiatiquement en France et à l'international. Oui, je vois si, un caso mediatico, si, etc. Et donc, cette femme, Gisèle Pellico, qui a plus de 60 ans et qui a été violée par son mari et par d'autres hommes durant plus de 10 ans, sans qu'elle s'en rende compte, par la soumission chimique. Donc, en fait, c'est les hommes appelés par son mari dans un réseau pornographique, en fait, un réseau d'hommes, pensaient que le consentement du mari, finalement, valait pour la femme, et pensaient qu'une femme endormie était consentante. Pour résumer les choses. Et donc, on a dit à propos de cette affaire que la honte a changé de camp. J'en reparlerai demain quand on parlera du rôle de l'avocat, parce que les avocats ont été très importants dans cette affaire, surtout les avocats de la défense, je m'expliquerai. Mais pourquoi j'en parle aujourd'hui quand on parle de prévention? C'est parce que, et Khadija vous l'a dévoilé tout à l'heure,
on a, à l'occasion de ce procès, parlé beaucoup en France de la notion de consentement. Parce que, comme vous l'a dit Khadija, la notion de consentement, le mot consentement n'est pas dans la loi française pour définir le viol ou l'agression sexuelle. En droit français, le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et non pas tout acte de pénétration sexuelle commis sans le consentement de la victime ou une autre formulation qui permettrait d'introduire la notion de consentement. Alors, pourquoi j'en parle concernant la prévention? Parce que, à la suite de ce procès, beaucoup de juristes, et il y a d'ailleurs une proposition de loi à l'examen en ce moment au Parlement français, surtout, pas beaucoup de juristes, mais surtout beaucoup d'associations et de femmes engagées ont proposé que la notion de consentement soit introduite dans la loi. Alors, nous sommes partagés. Khadija et moi n'avons pas le même avis, et tant mieux. Nous sommes une association contradictoire, démocratique, et on a des débats riches à ce sujet. Moi, j'étais au départ très favorable à ce que la notion de consentement rentre dans la loi. Je ne le suis plus. J'ai donné une conférence à l'université sur ce sujet avec d'autres professionnels, parce qu'en réalité, la jurisprudence aujourd'hui couvre à peu près tous les cas de figure, grâce à la violence, la menace, la surprise et la contrainte, avec le fait aussi que maintenant on ne peut pas consentir quand on a moins de 15 ans, donc il n'y a pas de consentement à moins de 15 ans. Et donc, la jurisprudence permet d'avoir tous les cas de figure. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si on introduit la notion de consentement dans la loi, il y a deux possibilités. Soit il y a une présomption de non-consentement. Et ça n'est pas possible, c'est contraire à la présomption d'innocence. C'est dramatique pour les droits de la défense et nous sommes avocats. Et c'est l'état de droit, il doit y avoir une présomption d'innocence. Et s'il n'y a pas de présomption de non-consentement, ça veut dire que les pleins feux sont sur la victime. C'est-à-dire que c'est à la victime de prouver qu'elle n'a pas consenti. Et je pense que ce serait contre-productif et que ça ferait peser une charge trop lourde sur la victime. Et pourquoi je vous parle de ça quand on parle de prévention? C'est que le problème, en réalité, n'est pas que la notion de consentement ou pas dans la loi, puisqu'en réalité, la justice, elle est passée, et elle est passée sur les viols de Mazan, la justice. Ils ont tous été condamnés. Il y a considéré que quand on était endormi et en soumission chimique, on ne pouvait pas consentir, et que le mari ne pouvait pas consentir pour sa femme. Donc, le problème n'est pas la loi, les juges et les procureurs et les policiers. Le problème, c'est tous ces hommes, et beaucoup de femmes aussi, qui ne comprennent pas ce que c'est que le consentement. Et donc, le consentement, pourrait-on dire, ne ruisselle pas jusqu'en bas des tribunaux, jusqu'à la majorité des gens. Et le seul intérêt pour moi de mettre le mot consentement dans la loi, c'est la vertu pédagogique de la loi. Et donc, une dimension de prévention. C'est-à-dire que si dans la loi, il y a le mot consentement, en effet, en termes de changement des mentalités, ça peut avoir un impact. De la même façon qu'en 2018, pour la première fois, le mot sexisme est entré dans la loi. Pour la première fois en 2020, le mot emprise, j'y viendrai, est entré dans la loi. Et lorsque l'on regarde les chiffres du Haut Commissariat à l'égalité. Alors, je l'avais il y a 2 secondes, voilà.
le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est une institution française, qui dépend du Premier ministre de la France, donc qui est une institution étatique, qui a notamment pour mission d'observer des comportements sur le sexisme et sur l'égalité entre les femmes et les hommes et de rendre un rapport annuel. Le rapport qui a été rendu le 20 janvier 2025 est alarmant. Nous sommes au pays des droits de l'homme, mais peut-être pas des droits des femmes, encore. Et en France, on est souvent persuadé qu'on fait mieux que tout le monde et qu'on est plus fort que tout le monde. Mais quand on regarde ce rapport du 20 janvier 2025, c'est très inquiétant. Parce que vous voyez que les discours sexistes et masculinistes ont gagné en visibilité. Mais ça, vous le voyez aussi au Mexique, malheureusement à cause des réseaux sociaux, y compris dans les discours politiques. Pour ne pas le citer, le président des États-Unis, Trump, on sait aujourd'hui ce qu'il en est de ces discours sexistes. Parallèlement, les viols de Mazan ont bousculé, je vous en parlais, la société. On a entendu parler pour la première fois de soumission chimique et tout le monde s'y est intéressé. L'un des chiffres les plus marquants de ce rapport, c'est que 94% des femmes, 94% des femmes de 15 à 24 ans estiment qu'il est plus difficile d'être une femme aujourd'hui, soit 14 points de plus qu'en 2023. Et seulement 67% des hommes des 15-24 ans, donc on parle des jeunes générations là, de celles qui font l'avenir, pas des générations, des vieilles comme moi, qui sont nées en 68 et qui ont grandi avec des images patriarcales dans la tête. Non, non, on parle des jeunes générations. Eh bien, seulement 67% des hommes le pensent aussi. Donc, pire, 13% des hommes pensent qu'il est plus difficile d'être un homme qu'une femme. Et le Haut Conseil à l'égalité nous dit et conclut que les femmes sont plus féministes qu'avant, mais que les hommes sont plus masculinistes qu'avant, surtout chez les jeunes. Et ça, c'est une bipolarisation entre les femmes et les hommes qui est très inquiétante. Vous savez, moi, souvent, j'ai coutume de dire que je ne souhaite jamais opposer les hommes aux femmes. Je pense qu'on ne s'en sortira pas si on oppose les hommes aux femmes. Je pense, à l'instar d'une philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Manon Garcia, qui a écrit beaucoup de livres sur la question, qu'il doit y avoir une conversation entre les sexes. Eh bien, cette conversation, aujourd'hui, elle est dans l'impasse, parce qu'il n'y a pas de langue maternelle commune entre les femmes et les hommes. Alors, pas tous les hommes, pas toutes les femmes, évidemment, mais vous avez encore des femmes qui vous disent ben, il ne m'a pas violée, il m'a forcée. J'ai parlé avec une présidente de cour d'assises pour lui poser la question de savoir si elle était favorable au mot consentement dans la loi. Elle dit qu'elle voit des femmes, des jeunes femmes, encore, qui sont devant la cour criminelle et qui disent non, mais il ne m'a pas violée, il m'a forcée. Donc, elles ne comprennent pas ce que c'est que le consentement. Ni elles, ni eux. Et donc, je ne sais pas comment c'est, j'aimerais que, je vais essayer d'être rapide pour qu'on puisse avoir un échange, comment c'est au Mexique, aujourd'hui dans les jeunes générations, mais nous sommes très inquiets parce qu'il y a vraiment une espèce de retour de bâton, de retour en arrière sur, non pas les droits des femmes, parce que les droits des femmes, ils continuent à avancer, mais sur les représentations des hommes, enfin des femmes par les hommes, notamment chez les plus jeunes. Alors, je vais changer, pardon, moi je ne suis pas aussi rigoureuse que Khadija, sur les slides je ne suis pas bonne, je change le sens de ce que je devais faire. Donc, je vais d'abord parler de ce dont je parle à la fin en général, qui est la prévention sur les auteurs et sur les jeunes hommes. Je pense que tant qu'on n'aura pas une vraie politique publique de prévention, notamment chez les hommes, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas.
parce que vous avez vu les chiffres que je viens de vous donner, on peut mettre un policier, un juge, un procureur, un avocat derrière chaque homme potentiellement violent, potentiellement violeur. S'il n'y a pas de prévention sur les hommes, sur les jeunes hommes, sur les enfants, et s'il n'y a pas non plus de prévention de la récidive sur les auteurs, on ne s'en sortira pas. En France, quand vous êtes auteur de violences sexuelles et sexistes, vous pouvez faire un stage de responsabilisation. Ces stages, ils durent 2 jours. Parfois, ils sont bien, mais la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas une vraie politique de réinsertion par rapport à ça. La prison, c'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo qui le disait, un grand auteur français. La prison, c'est l'école du crime. En France, un primo-délinquant, quelqu'un qui va pour la première fois en prison parce qu'il a violé, il n'a pas de soins psychologiques, psychiatriques, de sensibilisation. La prison, c'est juste protéger la société, c'est très bien, c'est une des missions de la prison, mais il n'y a rien sur la prévention. C'est le désert français sur la prévention en matière de violences sexuelles et sexistes dans les prisons. Il faut le savoir. De la même façon, le problème, c'est que nous avons en effet une amélioration des textes pour la prévention dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qui sont insuffisamment appliqués. Alors, je vais d'abord vous dire quels sont les textes. On a évidemment la loi dont je vous parlais, la loi Schiappa du 27 novembre 2018, avec un plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Depuis 2003, dans les écoles, les collèges et les lycées, c'est une circulaire du 17 février 2003, il y a une obligation à sensibiliser les jeunes par des modules de sensibilisation. La loi du 9 juillet 2010 prévoit aussi une information consacrée à la lutte contre les préjugés sexistes. Khadija vous en a parlé. Depuis 2019, on a une obligation de formation des enseignants et du personnel d'éducation avec des référents égalité dans les écoles, des élèves élus. L'égalité est abordée de manière explicite dans les cours d'enseignement moral et civique et les journées de mobilisation dans les écoles lors de la Journée internationale des droits des femmes et de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment. Et puis, nous avons aussi, depuis le 28 novembre 2019, une convention interministérielle 2019-2024 avec 5 grands axes et notamment la transmission d'une culture de l'égalité et du respect mutuel, la lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles, plus grande mixité des filières des métiers, un pilotage de la politique de l'égalité au plus près des élèves et des étudiants. Nous avons également un plan égalité et prévention 2024-2027, on voit loin, lancé en février 2024 par le secrétariat d'État chargé d'égalité avec un doublement des crédits pour les campagnes nationales de sensibilisation, notamment vers les adolescents, avec des campagnes sur TikTok et sur Twitch, la création de 25 nouveaux centres de prise en charge des auteurs dans les zones rurales et périurbaines, et une formation obligatoire de tous les travailleurs sociaux d'ici la fin 2026, y compris dans les structures privées. De la même façon, il y a de nouveaux modules pédagogiques, consentement et émotion, intégrés au programme à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, et la mise en place d'observatoires académiques des violences sexuelles et sexistes chargés de collecter des signalements internes dans les collèges et dans les lycées. On a des plateformes d'intervenants en première ligne, on a des campagnes de terrain, une campagne nationale en 2024, Ta parole a du poids, qui vise les jeunes hommes de 15 à 25 ans sur les violences verbales, le harcèlement en ligne, le sexting. En 2024, dans les cinémas, lycées et les stades avec des sportifs ambassadeurs, il y a un bus prévention dans 12 régions pilotes avec des bus itinérants animés par des juristes, des psychologues et des éducateurs pour aller au-devant des femmes, notamment dans les zones sous-desservies ou isolées, et des maisons des femmes créées dans plusieurs départements. Alors, je peux continuer la liste. C'est très bien. Vous savez, en France, on est très spécialiste. Quand une loi n'est pas appliquée, on fait une autre loi. Quand un décret n'est pas appliqué, on fait un autre décret. Alors, il y a des choses mieux qu'avant. Évidemment, il y a beaucoup de déclarations, d'intentions, beaucoup de bonne volonté, notamment tout ce qui concerne la lutte contre la cyberviolence et tous les outils adaptés sur les réseaux sociaux, parce que Twitch,
TikTok, ce sont là que vont les jeunes hommes et les jeunes femmes. C'est aussi et la solution et le problème, parce que c'est à cause des réseaux sociaux qu'il y a cette cyberviolence, ce cyberharcèlement et ce sexisme et cette violence sexiste en ligne. Mais je ne sais pas ce qu'en pense Khadija, et j'aimerais avoir son retour. Elle a des enfants plus jeunes que les miens, donc ce serait intéressant d'avoir son retour, Khadija, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit véritablement appliqué de façon uniforme sur tout le territoire, dans tous les collèges et dans tous les lycées, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'information des intervenants, il n'y a pas assez de budget, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, des zones dans lesquelles c'est très compliqué de parler d'égalité, puisqu'il y a une recrudescence de violences sexistes, une recrudescence des masculinistes, et il y a aussi une recrudescence d'une certaine forme d'intégrisme religieux, il ne faut pas se mentir, dans les écoles et dans certains territoires qui empêchent de parler de sexualité à l'école et qui empêchent de parler de violences sexistes à l'école. Et donc, on est en proie aujourd'hui à de véritables empêchements, de véritables freins à l'application de ces circulaires, 1, par manque de moyens, 2, par manque de formation, 3, par une violence au sein même de l'école, une recrudescence du sexisme et des violences faites aux femmes au sein même de l'école qui font que les enseignants ont peur et n'ont pas l'écoute nécessaire et le respect nécessaire et l'autorité nécessaire pour pouvoir appliquer ces programmes. Donc, on est dans une situation terriblement inquiétante et le rapport du Haut Conseil à l'égalité nous le dit. Alors, nous avons, donc, après avoir parlé de la prévention par l'éducation, parce que je pense qu'il n'y a que ça, nous avions nous proposé avec Khadija, nous pensons qu'il faut que dès le plus jeune âge, peut-être même la maternelle, avec des outils adaptés à chaque âge de la vie d'un élève ou d'un étudiant ou d'un lycéen, d'un collégien, il pourrait y avoir des jeux de rôle, mais que ce soit aussi important que le français, les mathématiques, la physique-chimie, l'anglais et la biologie. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir toute l'année, et pas 3 modules comme ça ou un module qui se balade. Toute l'année, un programme obligatoire de prévention contre les violences sexuelles et sexistes. Et on n'est pas prêt à ça, et on ne le fait pas. Là, il y a des circulaires, des lois depuis 2004 sur l'éducation à la sexualité. Khadija connaît ça beaucoup mieux que moi. Elles ne sont pas appliquées de façon uniforme sur le territoire. Alors, maintenant, on peut parler de ce qui a été mis en place sur la prévention de la récidive, notamment pour les femmes déjà victimes de violences. Il y a le téléphone grave danger depuis 2010. Leur nombre a été augmenté en 2021. On a les bracelets anti-rapprochement. Donc, le téléphone grave danger, c'est quand une femme a déjà été victime de violence. Il peut y avoir avant la condamnation ou après la condamnation, elle a un téléphone. Et quand l'auteur, son ex, l'auteur de violence s'approche d'elle, elle prend le téléphone et ça sonne dans tous les commissariats du secteur et il y a tout de suite un plan d'alerte qui est mis en place et ça marche très, très, très bien. Et aujourd'hui, le téléphone grave danger, depuis la loi du 9 juin 2023, a prévu une procédure accélérée d'attribution dans les 24 heures après une décision judiciaire. Donc, ça marche très, très bien. Il y a aussi le bracelet anti-rapprochement. Alors ça, ce n'est pas la victime qui en est dit dépositaire, c'est l'auteur qui a un bracelet qui sonne, un bracelet électronique qui sonne quand il s'approche dans un périmètre où est la victime. Ça marche moins bien que le téléphone grave danger. On a aussi, et Audrey Prindès, qui est membre de Bureau Lawyers for Women, vous en parlera, un portail de signalement en ligne
à destination des victimes de violences sexuelles et sexistes qui a été installé le 27 novembre 2018. C'est un chat anonyme, gratuit, entre une victime, ça peut être aussi un auteur, et un policier qui peut, à la fin du chat ou après plusieurs semaines ou mois de chat, proposer un dépôt de plainte en ligne ou un rendez-vous pour une plainte. Et ce chat, elle vous en parlera, Audrey, et peut s'effacer. Il n'y a pas d'historique de la conversation. Et donc, c'est un outil extrêmement utile. Vous avez également un renforcement de la présence d'intervenants sociaux dans les services de police et de gendarmerie, mais il n'y en a pas assez. Paris, il y en a beaucoup. Quand on quitte les zones urbaines et qu'on va vers les zones rurales, il y a de moins en moins de dispositifs. C'est comme la médecine en France, il y a le désert médical, c'est pareil. Et c'est un vrai problème parce que la plupart des féminicides se passent dans des zones rurales. Il y a un plan de formation également de l'ensemble des professionnels. Khadija vous a parlé de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF. Donc, on forme tous les intervenants, notamment les professionnels, les policiers, les gendarmes, les travailleurs sociaux, mais aussi les professionnels de santé. C'est très important au repérage des victimes et à l'accompagnement donc des femmes victimes de violences. C'est très important parce que parfois, on ne va pas pousser la porte d'un commissariat, on ne va pas pousser la porte d'un cabinet d'avocats, mais on va aller chez le médecin, on va aller chez le dentiste, on va aller chez le kinésithérapeute, chez l'ostéopathe, notamment quand on s'est fait frapper et qu'on a une dent cassée, on va aller chez le dentiste. Quand on s'est fait frapper et qu'on a l'épaule démise ou le poignet cassé, on va aller chez le kiné ou chez le médecin. Et ça, ce sont les premiers qui doivent repérer les violences faites aux femmes. Moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Je suis allée il y a quelque temps chez un médecin, une jeune femme, une jeune médecin, ce qui n'était pas mon médecin habituel. Mon médecin habituel était en vacances. Et puis, je lui disais que j'avais mal à l'estomac parce que voilà, j'étais trop stressée, j'avais trop de travail. Et elle m'a, avant de me prescrire un anti-acide gastrique, elle m'a dit, vous vivez seule et votre compagnon, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous avez des problèmes de couple? Est-ce qu'il est violent? J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, je lui ai dit non, non, tout va très, très bien. J'ai juste trop de travail. C'est pour ça que j'ai mal à l'estomac. Mais merci d'avoir posé cette question. Mais je peux vous dire que c'est la seule fois où on me l'a posé, cette question. Alors, bon, on peut se dire, bon, allez, Michel Dayan, avocate, tout ça. Mais même, on ne me l'a jamais posé. Et il se trouve qu'il y a en ce moment des mouvements de kinésithérapeutes, notamment il y a des centaines de kinés qui ont un compte Instagram qui est remarquable, s'appelle Kinéotop, et qui, dans ses posts Instagram, dit il faut poser les questions à toutes les femmes qui viennent dans un cabinet de kinésithérapie et qui a une douleur. Il faut poser des questions systématiques. Et les médecins ne le font pas assez. Et donc, la prévention, c'est aussi cela. Et aujourd'hui, depuis 2020 maintenant, le médecin ne trahit pas le secret professionnel si il a une véritable inquiétude quant au pronostic vital d'une patiente qui est victime de violence, qui est dans une situation d'emprise, donc on met le mot emprise dans la loi. Après l'avoir informée, si elle ne veut pas porter plainte et qu'elle n'est pas en capacité de se protéger, le médecin a l'obligation de faire un signalement au procureur de la République, sans trahir pour autant le secret médical. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup appliqué parce que j'en vois pas beaucoup des signalements. Je vois beaucoup de femmes dans mon cabinet qui ne veulent pas porter plainte, qui ont peur de porter plainte. Ils sont allés voir des médecins après s'être fait taper dessus. Mais je n'ai pas vu beaucoup de signalements. Mais ça, on va dire que ça avance. Voilà, je vois que l'heure tourne et qu'on n'a plus que 20 minutes pour les questions. Donc, je pense que c'est bien. Je voulais aussi avoir la réaction de Khadija sur comment c'est dans les écoles, parce qu'elle a des enfants, elle est beaucoup plus jeune que moi, donc elle a des enfants jeunes, de voir un peu comment sont mis en place ces plans de prévention et puis de laisser le temps d'échange et de questions. Voilà, j'en ai terminé. Merci.
Merci Michel, moi aussi j'ai encore appris aujourd'hui, hein. Pourtant on travaille ensemble et c'était très clair et très complet. Merci. Concernant les cyberviolences, comme tu as pu le rappeler, c'est malheureusement aujourd'hui un des plus grands vecteurs de violence sexiste et dès le plus jeune âge. On a beaucoup d'affaires d'enfants de 11 ans qui cyberharcèlent, qui utilisent des propos sexistes, qui reproduisent ce qu'ils entendent dans les réseaux sociaux et qui pensent que ce n'est pas une forme de violence puisque ce n'est pas fait directement alors que ça a le même impact psychologique sur la personne. Pire, on a eu des affaires en France avec malheureusement des petites filles de 13 ans qui ont été poussées au suicide à cause de ce type de cybersexisme. Et, euh, il y a des sensibilisations en école primaire. Ils font une journée de sensibilisation pour parler du cybersexisme, pour parler bon, en primaire, c'est rare que les enfants aient un portable, donc, mais c'est très bien qu'on leur en parle parce que ils peuvent avoir accès aux réseaux sociaux dans leur domicile, par exemple. Mais dès la primaire, certains établissements, bon, là c'est, en l'occurrence, je parle pour mes enfants, au primaire, ils ont cette journée sur le cybersexisme et on a annuellement, pour une fois dans l'année, pour tous les collèges et lycées également, une fois dans l'année une intervention sur le harcèlement et le cyberharcèlement dans tous ces établissements. Mais c'est aussi encore normalement au bon vouloir, c'est laissé encore au bon vouloir des établissements scolaires et ce qui crée une inégalité malheureusement. On a un autre dispositif en France qui est une application d'une directive européenne qui normalement interdit aux enfants de moins de 15 ans d'accéder à des WhatsApp, par exemple, à des réseaux sociaux aussi sans l'autorisation des parents. Et WhatsApp, c'est pas un réseau social, mais ça permet de communiquer en groupe et parce que beaucoup d'enfants étaient victimes que par des groupes scolaires de harcèlement. Et donc maintenant, ça a été légiféré mais on n'a aucun contrôle. Encore une fois, ça a été légiféré, mais la mise en œuvre n'est pas du tout applicable parce que l'enfant peut mettre n'importe quel âge et on ne demande pas une carte d'identité, rien du tout derrière. Donc voilà, ça répond, j'espère, à ta question, Michel. Ah, on t'entend pas. Oui, ça répond à ma question et ça répond à ce pourquoi on se bat. C'est que ça ne doit pas être une journée comme ça. Ça devrait être vraiment, ça devrait faire partie Un intégrante du plan, programme, je pense. Mm. tout à fait, tout à fait. On est à votre disposition pour des questions. Oui. Est-ce que... Si alguien desea, puede levantar la mano para formular las preguntas a las expositoras, a la doctora Michelle, a la doctora Kadisha. Con gusto. C'est l'État, hein, Khadija. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est comme c'est une privation de liberté, c'est forcément dans le cadre d'une procédure au pénal, parce que au civil, Michel vous en parlera demain, hein, de toute façon. Au civil, il faut en plus l'autorisation de l'auteur et c'est très rare. Je n'ai jamais eu d'accord de l'auteur. Je ne sais pas, Michel, si toi au civil, tu as eu des accords de l'auteur à porter un bracelet. Une fois. T'as eu cette chance et tant mieux, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de la part de l'auteur et c'est une bonne chose, alors que c'est très rare. Donc c'est souvent, donc quand on a un refus au civil, le juge aux affaires familiales renvoie immédiatement signal au parquet qui va faire lui donc une procédure au pénal pour pouvoir l'obliger à le porter et c'est une charge de l'État malheureusement, c'est un coût essentiel pour l'État et c'est pour ça qu'en France, on dit qu'en France on investit 3 fois moins que l'Espagne dans la lutte contre les violences faites aux femmes parce que on en a beaucoup moins que l'Espagne qui en a mis plus de le triple que la France à disposition des auteurs de violences pour protéger les victimes. Donc là, on a la Fondation des femmes qui a fait un rapport récent. On pourra vous l'adresser, mais il est en français sur le coût
pour l'État, mais ça doit pas être un frein. Ça doit pas être un frein pour lutter contre les violences. C'est une nécessité d'investissement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour permettre plus de protection. On a répondu à votre question? Oui. Tenemos una mano levantada, no sé si podríamos darle paso para consultar su pregunta. Entonces, Emiliano Velázquez, si gusta formular su pregunta a través. Oui, merci, vous m'entendez? Oui, Ah, merci. Bon, vous parlez très bien. premièrement, merci. Premièrement, merci beaucoup pour votre intervention, Madame Michèle Dayan. Et je trouve votre exposition très importante, très complète aussi. Bon, je suis ancien, je suis très concerné aussi pour tous les thèmes de genre. Ça fait quelques minutes, vers 10h25, vous avez exprimé un thème qui, notamment, c'est très important. C'est le thème sur les discours sexistes et sur la préoccupation qui existe aussi de la même manière dans les côtés de jeunes femmes. Récemment, au Mexique, nous avons eu une situation qui nous a concernés comme société. Et c'est justement l'assassinat d'une jeune femme de 23 ans, dans l'état de Jalisco. C'est une situation qui est très profonde, qui nous concerne énormément. J'aimerais savoir quelle est votre vision sur dans quel côté commence la responsabilité de laisser décriminaliser à cette femme pour avoir une relation amoureuse avec un personnage du crime organisé, et de la même manière, quelle est la responsabilité comme nous, de nous comme société, de laisser de criminaliser cette relation, parce qu'il y a énormément de commentaires sur les réseaux sociaux qui montrent une responsabilité personnelle sur les femmes, et d'elle, qui avait, elle avait une relation avec un criminel. Tous les commentaires, ils sont sur les mêmes côtés. Ah, elle a eu ce problème, elle a été assassinée parce qu'il avait une relation amoureuse avec un criminel. Donc, en fait, votre observation, c'est que elle l'a bien cherché. C'est un peu ça, hein. Elle l'a bien cherché, puisque en entrant en relation avec quelqu'un qu'elle savait être criminel, alors elle s'exposait à un crime, en l'occurrence sur sa personne. Voilà, alors c'est pas tout à fait pareil qu'elle a bien cherché le viol parce qu'elle s'habillait avec une jupe courte, mais c'est un peu la même histoire. Évidemment, ma position, c'est une position d'avocat et de juriste. C'est-à-dire que c'est pas parce que elle a été imprudente ou qu'elle n'a pas vu les signaux qui s'allumaient, les red flags, comme on dit, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas, du côté de l'auteur, un crime et un criminel. Ça n'excuse pas le crime, ça ne l'explique pas et ça ne le minimise pas. Le féminicide, le crime, même si elle savait que c'était un criminel. Et même si elle savait, d'abord pour elle, c'était peut-être un criminel, mais elle ne pensait pas qu'il allait la tuer elle. Et même si elle avait pu imaginer un jour qu'elle aurait pu être assassinée par lui, elle n'est pas responsable de cet acte-là. Au pire, est-elle imprudente? Mais l'imprudence n'est pas une notion de responsabilité juridique qui exonère la responsabilité de l'auteur. Mais c'est encore une façon de finalement rendre la victime coupable et donc de revictimiser la victime qui malheureusement est morte en l'occurrence, mais c'est une
victimisation secondaire, à nouveau, une re-victimisation. Donc oui, enfin, ma position, c'est que la victime, elle était peut-être imprudente. Après, on peut raccrocher ça à ce qu'on a dit sur la prévention. Il faut que les femmes se saisissent de leur protection aussi. Il faut qu'elles deviennent actrices de leur protection. C'est-à-dire que le problème, c'est que dans l'imaginaire de beaucoup de femmes, des hommes violents, ça reste pas si grave. Ça peut être synonyme de virilité, ça peut être synonyme de séduction. Le mâle dominant, le mâle alpha peut être synonyme d'un vrai homme dans l'imaginaire encore de beaucoup de femmes. Et tant qu'on en est là, on n'y arrivera pas. Et c'est vrai que je pense que les femmes doivent aussi, parce que c'est aussi les femmes comme les hommes, et surtout les mères hein, qui éduquent leurs garçons et des filles. Donc il faut éduquer nos filles différemment, et il faut que les femmes se saisissent, qu'elles ne soient pas que des victimes. Il faut qu'elles soient responsables aussi, mais c'est un long chemin de changement des mentalités. Ça fait des millénaires. Je ne sais pas ce que tu en penses, Khadija, pour répondre à la question d'Emiliano. Hein. Oui, tu as tout dit, Michel, c'est exactement ça. Il n'y a aucun fait justificatif pour ne pas considérer que c'est un crime avant tout. On a longtemps parlé de crimes dits passionnels, de crimes dits d'honneur. On relativise fréquemment et là, le fait qu'elle ait été en relation avec cet homme, bien que ça soit voilà, les connaissances des crimes qu'il commet et autres, ne justifie pas du tout ce crime. Tu as raison. Voilà, c'est comme ça qu'un juriste doit raisonner et qu'un tribunal doit raisonner. On ne doit pas minimiser et créer une inégalité dans le traitement de ce type de crime. Surtout, moi, ça me fait rappeler aussi certaines situations que nous, en France, on a pu avoir, par lesquelles on a eu des jugements trop hâtifs quand une victime dépose plainte et qu'elle retire la plainte et qu'elle dépose plainte et qu'elle retire. On m'a déjà dit, Madame Maître, mais on ne sait pas ce qu'elle veut, votre cliente. C'est elle aussi qui cherche. C'est elle qui aime ces violences, c'est elle qui aime cette situation. Or, tout à l'heure, Michel vous a clairement dit, elle vous a parlé de cette notion d'emprise. Hein. C'est pas qu'une notion, c'est tout un mécanisme. Et encore plus quand on est conjointe d'une personnalité qui est comme ça, dans un réseau criminel organisé, il y a une sorte de climat de terreur qui est mis en place et on n'en sort pas aussi facilement. Donc, c'est un mécanisme très, très compliqué et je pense que c'est en cela que il doit être également pris en compte quand on est une femme victime d'un auteur de bande organisée de cette affaire. Donc voilà, malheureusement, voilà, on a pu avoir connaissance de ce type d'affaires en France et ça doit être abordé de la même façon, en toute objectivité. Et sinon, je voulais répondre à votre première question, Saoul. J'ai eu les chiffres. J'ai vu dans le rapport pour le bracelet électronique, c'est 10 € par jour en moyenne. C'est-à-dire, pour un mois, ça fait 300 € pour un mois. Donc, c'est une très bonne alternative à la prison, à l'incarcération, parce que la prison en France, en moyenne, ce qui a été comptabilisé dans le rapport, la moyenne est de 100 € par jour. Donc, 3 000 € par mois. Vous vous rendez compte, c'est 10%. Le bracelet électronique, c'est 10% de ce que pourrait être une incarcération, donc des économies réelles réalisées, avec tout ce parcours dont vous a parlé Michel pour éviter la récidive et la prévention qui doit être faite en parallèle, les stages et toute autre chose pour éviter donc la récidive. Voilà. Si vous avez d'autres questions, on est là. No sé si haya alguna otra mano levantada o alguna otra participación. Entonces tendríamos como tiempo para... Dans quel domaine? Dans la prévention? Dans la prévention, comme
Dans la prévention, Michel vous a fait une énumération des différents dispositifs que nous avons. Et moi, je vous ai retracé qu'au niveau international, nous sommes réellement au même niveau dans l'adoption des différents textes et des préconisations, mais c'est vrai que ce qu'il ressort, c'est que la France a investi plus dans la prévention que le Mexique, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit aussi dans tout ce que Michel vous a dit, dans ces alternatives à la sanction, téléphone grave danger et bracelet anti-rapprochement. Après, le Mexique, ce que je vois, c'est que le Mexique ont quand même, dans leur approche globale de lutte contre les violences faites aux femmes, il y a un petit peu d'effort, mais voilà, il y a quand même des engagements pour renforcer les mécanismes de prévention. On ne dit pas que la France est mieux lotie, mais voilà, malheureusement, ils ont investi beaucoup plus de moyens dans la prévention que le Mexique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Michel, est-ce que tu veux compléter? Non, tu as tout dit. Merci. Merci. Je pense On a d'autres que questions? peut-être on arrive à l'heure, à 19 h. Je ne sais pas si vous avez un autre cours après. Enfin, 19 h pour nous, pardon. Oui, il doit être 11 heures, je crois, pour eux. Tia, est-ce que tu veux qu'on clôt la session? Saoul? Y pues muchísimas gracias. Si ya no tienen preguntas, las y los participantes, podemos cerrar la sesión. O comentarios que quieran hacer con Michelle o con Khadija. À Muchas demain gracias. alors, parce que moi je vous donne un demain. Perfecto. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta Estén luego. bien. Au Hasta revoir, luego. merci. Bye. Ciao, ciao Merci. Alejandro, ciao Oui. Patricia. Chao. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Merci. Merci, Madame l'interprète. Vous avez été excellente. Merci beaucoup, Madame l'interprète. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao.